Bon bien, bonjour à tous. Alors j'ai le plaisir d'introduire en quelque sorte cette rencontre. Et comme Marc l'a dit, c'est la suite d'une aventure où finalement on avait pris le pli de s'interroger sur la place que l'école pouvait prendre au sein du cinéma. Et puis de proche en proche, dans nos discussions, on a constaté que déjà c'était large comme focal, mais que finalement, au lieu de zoomer, on pouvait faire l'inverse et prendre encore un peu plus de hauteur et de se dire, et dans d'autres types de production, de médias, qu'est-ce que l'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que l'on peut penser de l'école à travers ces productions. Et donc on s'est dit, voilà, pourquoi on ne continuerait pas, certainement avec une partie des auteurs qui avaient embarqué avec nous la première fois, et par effet boule de neige, par dénonciation des collègues, on a aussi des dénonciations, c'est caractéristique du tome 1, c'est caractéristique du tome 2, et on a comme ça pu constituer un deuxième tome qui va être structuré autour de plus d'une vingtaine de chapitres, dont on a considéré que le juste titre devrait certainement être de se dire quelle est la place de l'école dans quelque chose de classique, l'art, mais aussi quelque chose de beaucoup plus polysémique, au contour beaucoup plus flou, la pop culture. Et c'est dans cette direction-là que l'on s'est lancé. Alors ce que je propose ici avec un titre pas trop travaillé, reculé pour mieux sauter, de se dire, essayons ensemble de voir ce que l'on peut entendre par pop culture. Alors on a fait l'exercice, et c'est pas très évident, justement, de définir cette notion un peu floue et un peu difficile à attraper qu'est la pop culture. Alors, et l'idée, c'est qu'on terminera, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Et au pire, je ferai un teaser de ce que je ne pourrais pas vous présenter. C'est de se dire quel lien on peut faire entre ces éléments, ces héros, ces fictions, et une autre mission que la plupart d'entre nous ont, au moins en partie, c'est d'enseigner. Et de se dire qu'il y a aussi un intérêt à recourir à cette réflexion-là, à cette thématique-là, certes pour s'amuser comme on le fait maintenant, mais aussi pour faire des choses plus sérieuses, à savoir l'enseignement, ou bien l'inverse. Ça, c'est à vous de le décider. Alors, pop culture, comme je vous l'ai dit, c'est pas facile à définir, et pourtant, on en retrouve plein de formes et un peu partout. Et il y a un auteur il y a une première partie de la phrase que j'ai pas osé reprendre, qui nous dit on n'est pas forcément capable de la définir, mais quand on la voit, on sait que c'est ça, la pop culture. Je vous laisse imaginer la première partie de la phrase que j'ai supprimée de cette citation, mais elle est authentique. Ray nous parle d'artefacts un peu culturels qui se manifestent sous toute une série de formes, que l'on retrouve d'ailleurs dans les différents chapitres qui vont composer l'ouvrage, tantôt peut-être plus classiques, des films, mangas, musique, dessins animés, séries télévisées, comics, mais aussi pour d'autres auteurs, des formes peut-être auxquelles on s'attend le moins. Alors je n'ai pas réussi à faire la connexion tout le temps, et de bien identifier ce qui pourrait se cacher là derrière, des rituels, nourriture, des marques. Et effectivement, certaines marques de chaussures années 90, par exemple, on peut dire « Ah ouais, ça c'est pop culture ». Pourquoi ? C'est parfois pas forcément évident à faire que de porter des Converse ou des Dorkside. C'est peut-être un lien ou une émanation d'une certaine culture à laquelle on voudrait se raccrocher. Et pour Graziosi, plus récemment, il parle de la pop culture comme d'une présence totémique qui investit aussi bien l'espace public que privé, et qui fait de ce nouveau mouvement une nouvelle culture globale. C'est trois aspects que j'ai choisi de retenir pour ce premier cadrage. Et dès lors, si on prend en compte ces positionnements, on peut se demander, avec ou sans pop, votre culture, c'est un peu la question que l'on va se poser, je pense qu'on a tous choisi d'y répondre de certaine manière. Et dans le champ, dans ce que l'on peut trouver, il y a une certaine tension qui peut s'élaborer. Alors j'ai pris deux éléments assez caractéristiques d'une position. C'est une que vous avez certainement vu passer dans un pays proche francophone, un ministre qui a lancé plutôt Phèdre que Netflix, avec une certaine hiérarchisation d'une culture qui serait dominante, majeure par rapport à une autre. Alors, on ne l'a pas invitée, mais sans doute qu'elle ne serait pas venue. Hannah Arendt, en 1995, j'emprunte des propos à Verwich. Je n'ai pas fait l'effort d'aller lire, mais en tout cas, c'est dans un auteur qui a écrit La philosophie contre-attaque, qui donne bien le ton de son ouvrage, nous dit d'Hannah Arendt qu'elle disait que la culture se trouve détruite pour engendrer le loisir. Le résultat n'est pas une désintégration, mais une pourriture. Donc, sans doute que la vie de
démarche comme nous le faisons n'aurait peut-être pas retenu un intérêt fort chez Hannah Arendt. Ou une autre vision du monde, qui est plutôt celle à laquelle nous on s'est raccroché, celle de Marianne Chaillan, qui, je trouve que le titre est assez sympa, In Pop We Trust, et petit autocollant à poser qui dit la philo par les grands classiques de la culture pop. Et c'est certainement cette voie-là que nous avons tous emprunté dans le cadre de nos publications, de se dire finalement quels éléments sérieux on peut faire apparaître, étudier, traiter, montrer à travers des objets qui a priori ne s'y prêtent pas. Et d'ailleurs, si on fait un petit effort de recherche bibliographique, et je prends là des choses finalement qui ne sont pas des articles scientifiques à ce stade-ci, mais plutôt des œuvres grand public, on n'est pas les seuls finalement à se dire que c'est un sujet, un objet qui peut être pris au sérieux. Les pop philo stories, la philo même selon OSS 117, ça semble difficile à croire a priori, philosophie film, des philosophes et des héros, et celui dont je vous ai parlé, Star Wars, la philosophie contre-attaque. Donc, se pose alors la question de ce qui peut donc être appris par ces médias, par ces approches, par cette pop culture si riche et si productive. Et se pose alors la question de cette production cette consommation qui se réalise dans un cadre relativement privé, ce que chacun on consomme, on apprécie comme pop culture. Est-ce qu'il y a une possible appropriation éducative? Est-ce qu'en dehors de ce que l'on consomme chez soi pour soi, il y a un mouvement qui peut s'opérer vers une autre institution, l'institution familiale ou privée ou la sphère privée, c'est l'école. Alors, on trouve un tas d'auteurs qui vont plaider justement pour ce mouvement qui pourrait s'opérer. Wittgens, par exemple, qui indique, il y a déjà longtemps déjà, que les médias populaires étaient finalement les éléments qui avaient l'influence la plus significative sur les adolescents. Il précise un peu plus dans son texte de quelle influence il s'agit. D'autres vont plutôt dire que se priver de ce que la pop culture pourrait apporter en classe, c'est se priver d'une persona grata en classe, de faire le choix, de dire non, ça ne mérite pas d'être traité, c'est finalement peut-être dommage, et se priver d'un support utile pour attraper les élèves, et se doter de ce que l'auteur appelle un baromètre sur ce que font, ce que pensent, ce que consomment les adolescents. Et d'autres auteurs, je les ai ici mis bout à bout, plaident même pour des pop culture pedagogies, ou comment intégrer au curricula l'intérêt de ce type de production, une espèce de sortie d'une vision classique de ce qui peut avoir droit au chapitre au sein de l'école. Alors est-ce qu'on est à un moment dans le cadre d'un changement de paradigme, point d'interrogation? Là, je reprends, et je n'avais pas pensé que je parlerais devant une personne qui a certainement contribué au document que je présente. Je ne sais pas peut-être que Catherine voit l'extrait que j'ai repris, qui nous revient d'un référentiel de l'éducation culturelle et artistique, que j'ai volontairement été reprendre, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de parler de la place de quelque chose de moins classique qui serait de l'ordre de la pop culture. Est-ce que Disney, c'est la pop culture? Grande question à laquelle on pourrait essayer de répondre tous ensemble. En tout cas, on voit qu'à côté de Bizet, Mozart, dans l'expression musicale, l'écoute, pourquoi pas Disney? Alors, j'ai pas fait le travail historique de me dire est-ce que finalement c'est une évolution récente ou pas, mais c'est intéressant de noter que dans les référentiels, il y a des éléments de ce type-là qui peuvent cohabiter. Et c'est certainement un changement de paradigme qui ne va pas se réaliser sans tension, parce que ça touche certainement, et vous aurez sans doute beaucoup à en dire, sur la reconnaissance du bagage culturel des élèves. Ils arrivent avec un bagage culturel à l'école, qui est certainement composé de ce qu'on a appelé un patchwork hétéroclite de références, qu'ils composent ça et là, avec ce que l'école peut leur proposer, mais ce que leurs activités privées peuvent leur proposer. Il ne s'agit donc pas de considérer qu'il y a une inculture ou une absence de culture de la part de ces élèves, et que la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait office de référent? Qu'est-ce que l'école valide? Qu'est-ce que l'école reconnaît? Alors, approche prudente, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin que ça. Donc ce que je cite ici, c'est des pistes d'approfondissement que sans doute vous voyez déjà poindre à l'horizon et qui déjà peut-être vous ont alerté. On a au moins, je ne connais pas les diplômes de chacun, mais on a au moins un sociologue dans la salle qui a envie directement, se sera dit, oui, ça résonne avec quelque chose finalement qui date un peu, c'est l'approche, la théorie de Bourdieu et la question de la distinction, dont on pourrait dire de manière très très résumée, j'espère que vous me pardonnerez le résumé, que tous les goûts sont dans la nature, c'est peut-être pas si vrai que ça.
Ou alors il y a plusieurs natures différentes, on appartient chacun à un certain type de nature dont on n'est pas totalement indépendant. Ou, à nouveau, et c'est un orteil que je plaçais, c'est plutôt des pistes de réflexion lancées à l'ensemble des collègues, de se poser la question de ce que les cultural studies peuvent nous dire, nous indiquer sur ce type de réflexion. Alors, une définition cultural studies pourrait se dire qu'elles étudient le rapport entre la culture et la société, ainsi que les rapports stratégiques de la politisation du culturel. Liens, teaser vers un chapitre sont tous intéressants, mais celui-là est particulièrement intéressant, d'Émilie Souiri, qui dans le tome qui va paraître, s'est intéressée à cette question-là. Et ce qu'elle dit de ce que ces études-là concluent, c'est qu'il y a un manque de convergence entre les intérêts intellectuels des élèves et les contenus des programmes. Et une des forces du chapitre d'Émilie, c'est de le faire dire à travers un des médias qu'elle étudie. Elle s'intéresse à la mouvance hip-hop et plus particulièrement le rap. Et elle reprend un extrait assez emblématique de ce constat-là, qu'elle emprunte à Booba. Donc on arrivera aussi à parler de Booba dans cet ouvrage-là, et rien que ça déjà, c'est un fameux challenge. Je voulais savoir pourquoi l'Afrique vit malement. Du CP à la seconde, il me parle de la Joconde et des Allemands. Et c'est effectivement bien hein, ce constat et cette absence de rencontre entre les intérêts des uns et l'apport des autres qu'elle souligne et qu'elle étudie dans son texte. Et globalement, elle questionne la tension qui existe entre ce qui est légitime et l'hégémonie des cadres culturels de référence qui sont empruntés et posés à l'école. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment défini la notion de pop culture. Hein. J'essaie de l'approcher doucement et de tourner autour. Et je ne vais pas faire finalement beaucoup plus que de tourner autour. En essayant de vous montrer moi, ce que j'ai pu trouver comme approche avec les forces et les limites de cette approche-là. Alors, une des manières de l'approcher, c'est ce que dit Memeto, c'est se dire que ce qui est clé dans la pop culture, c'est la réappropriation. Et l'art, c'est de se réapproprier ce qui a éventuellement déjà été produit. L'art devient l'art de se réapproprier l'art des autres. Alors, c'est donc l'art du clin d'œil, l'art de la référence, l'art du réemploi. Alors là, je vais un peu plus loin, et c'est aussi l'intérêt de pouvoir faire une intro sur la pop culture. Il y a peut-être aussi des clins d'œil au clin d'œil. Et l'autodénonciation du réemploi, ou comment un film peut faire preuve d'une pop culture réflexive. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le dernier Matrix, dont on pourrait se dire que finalement il est très mauvais parce qu'il ressasse les mêmes clichés, est peut-être finalement une dénonciation, comme un très intéressant article que j'ai trouvé sur Écran Large. Matrix montre lui-même, les réalisateurs montrent elles-mêmes comment Matrix a été essoré, a été passé à la machine à laver de la pop culture. Donc il y a une forme de mise en abîme de Matrix qui se prend presque lui-même comme objet de discussion. On se dit, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin avec Matrix comme objet de pop culture? Et il y a une forme de mise en ridicule de Matrix dans cette 4e version, par les mêmes réalisatrices pourtant. Un autre concept clé qui pourrait permettre de parler de pop culture, c'est celui du mythe. Le mythe qui est présent dans bon nombre de productions, surtout lorsqu'il y a une trame narrative, du héros dans la pop culture. Alors, Memeto, Saint-Maurice, etc. le disent, mais nous aussi, parce que ce que je suis en train de faire, je vous fais un teaser en fait, de l'introduction de l'ouvrage. Ce qui me permet de faire un autre teaser, c'est de vous montrer la couverture officielle du futur ouvrage auquel vous avez contribué, qui est bien sympa, hein, qui montre effectivement pas mal de choses, dont une belle référence peut-être à la pop culture et au caractère adolescent, consommation, élève, école. Et donc pour revenir sur l'aspect narratif du mythe, hein, c'est l'homme et son besoin d'histoire. Alors on peut aussi faire un jeu, c'est de dire qui a dit ou quelles sont les images que je vais présenter à la suite. Il y a une citation, moi, qui me semble intéressante. Qu'est-ce qui unit le peuple? Les armées, l'or ou les drapeaux? Non, ce sont les histoires. Il n'y a rien de plus puissant qu'une bonne histoire. Rien ne peut l'arrêter. Je ne sais pas si quelqu'un a la référence. C'est Tyrion Lannister. Donc, on peut aussi trouver dans la pop culture des éléments qui permettent de porter les propos que l'on veut associer à la pop culture. Alors, mythe de quoi? Du héros, du super-héros. Et là, certainement que plein vous dit, oui, effectivement, c'est bien de ça dont il s'agit. Qui sont poussés ou stimulés par une quête, choisie ou imposée, par une prophétie à accomplir ou à déjouer. Une quête qui s'inscrit, et là, il y a quelques trames classiques, hein, et c'est bien ça aussi qui fait l'aspect certainement pop culture. Recherche, confrontation au père, aux origines. Le fameux combat du bien contre le mal, d'un homme mortel qui veut arrêter un individu, une créature, qui veut rivaliser avec les dieux et toucher à l'immortalité, de la création d'un autre, d'un soi, le mythe de Frankenstein, de Pygmalion, ressassé
dans bon nombre de productions. Alors, conséquence, souvent le dépassement de soi, le don de soi, qui est aussi caractéristique de cet aspect mythe que l'on retrouve dans la pop culture. Alors vous avez certainement des images, peut-être celles que je vais montrer, peut-être d'autres. Vous les reconnaissez sans doute, hein. Luke, Harry, Tony, Iron Man. Alors peut-être moins que... Bon, si, certainement Prométhée, qui est peut-être finalement un des premiers super-héros, un des premiers héros d'une certaine pop culture. Voire... On va voir jusqu'où on peut pousser, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'un mythe qui se répète d'une personne qui fait don de soi pour le salut d'autres? À discuter. Là aussi, piste d'approfondissement, hein, approche prudente. Ben, on est en train aussi, tout doucement, de tourner autour d'un ouvrage assez consistant en la matière, celui du monomythe de Campbell. Alors, il y a un tas d'autres portes d'entrée. Et il y a des auteurs qui font le travail, c'est-à-dire peut-être qu'on pourra avoir une entrée chronologique. La pop culture, c'est ce qui a commencé à se produire après la révolution industrielle. Ouais. Là où d'autres vont dire, bah non, en fait, pop culture, on peut trouver par toute entrée chronologique, toute période de l'histoire, une certaine forme de pop culture. Une autre approche serait une approche paranégative, qui certes a l'air séduisante, mais qui ne permet pas forcément de définir ce qu'est la pop culture. Serait pop culture celle qui s'oppose par définition à une culture élitiste, avant-gardiste, qui toucherait les plus aisés ou les plus instruits. Okay. On sait ce qu'elle n'est pas, la pop culture, mais ça ne permet pas forcément de la définir. Serait pop culture ce qui est consommé par la masse, ce qui est largement consommé, connu. Alors on penserait alors à la production hollywoodienne, qui par sa nature veut toucher et va toucher un certain nombre de personnes, les blockbusters plus récemment. Et des auteurs se disent, si c'est alors ce qui est consommé par la masse, peut-être même pas capable de l'apprécier, alors les jeux du cirque à Rome, c'était déjà une première émanation de la pop culture, si la définition est d'être consommé, d'être un divertissement consommé par les masses. Une évolution nuancée, c'est-à-dire oui, c'est très consommé, mais le sens de populaire serait ce qui est apprécié et appréciable. Et on devrait distinguer dans cette culture de masse, certes c'est très consommé, mais il y a quelque chose qui la rend bien, plus estimable, notamment parce que cette qualité serait à trouver dans une certaine forme de non-dilution. Il y aurait des choses spécifiques dans cette production qui la rend pas une production de masse, mais avec des éléments dont certains peuvent profiter, par exemple. Un élément qui est caractéristique de la pop culture, c'est les easter eggs. Le fait qu'on va aussi pouvoir caractériser un élément de pop culture parce qu'il contient des références, des clins d'œil, cachés, semi-cachés, dont seuls certains pourront profiter. Donc on est dans une culture de masse parce que la masse dans son entièreté ne peut pas appréhender, comprendre et traduire le film comme l'auteur veut le communiquer. Seul un public averti est capable donc de distinguer ces clins d'œil disséminés, ces références parfois hautement culturelles ou hautement artistiques qui sont intégrées, pas ingérées, par le film, par la production, par le roman. Alors quelques exemples. Alors là c'est un peu petit peut-être, j'imagine que ce sera un peu plus grand. Quelqu'un voit la scène dont il s'agit ou le lieu dont il s'agit, le film dont il s'agit? On est dans Matrix. Alors, comme la ville, le nom de la ville retenu dans Matrix, c'est Zion, ce qui n'est pas anodin par rapport à certaines religions. Le choix de Zion par rapport à un personnage sauveur, certainement un clin d'œil. Là, vous avez reconnu le personnage, mais est-ce que vous connaissez la scène de référence, par exemple? Et si pas, je vous inviterai à aller la chercher. Là, par exemple, cette scène-là, mais si vous allez faire l'exercice, vous allez vraiment dire « Ah oui, c'est ça ». Dans Orange Mécanique, il y a une scène où, alors on n'est pas dans Bart Simpson, et ce n'est pas des gâteaux, mais il y a une scène de main tendue vers des objets qui ressemblent à ces gâteaux-là. Et c'est une très belle easter egg. Alors celui-là, on est dans Ready Player One, la fin du film, où pour certains on se dit « Ah oui, c'est sympa », mais il se passe un moment, les joueurs de jeux vidéo ont eu un moment de réelle jouissance intellectuelle au cinéma, parce qu'il y a ceux qui ont joué à Street Fighter 2 surtout, un jeu très populaire à l'époque. Là, il y a une reprise d'un jeu de 30 ans plus jeune à la fin du film. Les joueurs de jeux vidéo retrouveront peut-être des références à l'univers de Stephen King. Le ballon rouge qu'on retrouve souvent, on dit pourquoi il y a toujours des ballons rouges dans les jeux de tir? Et d'autres vont se dire ah oui, je sais pourquoi il y a des ballons rouges. Idem, certains vont se dire mais pourquoi ils écrivent toujours Red Room sur les murs? C'est glauque. Oui, c'est volontairement glauque. Certains vont dire je comprends pas, d'autres vont dire je comprends. De même, dans ce vieux film, et là je me fais plaisir, c'est Frank Drebin dans Y a-t-il un pilote? Il y a une scène magnifique où il rejoue une autre scène de Usual Suspect, qui est comique en soi, mais qui est d'autant plus comique quand on connaît la scène d'origine.
toute l'idée de reprendre et de... Ou là, comme dans Scary Movie par exemple, ça devient même un jeu. Le but étant même de dire aux spectateurs, essaie de retrouver tous les clins d'œil. Donc il y a aussi une forme de délire qui peut s'opérer, ou du clin d'œil distrait, où on arrive à des objets dont presque la seule vision, la seule finalité est de reprendre ce que d'autres ont pu produire. J'ai dépassé mon temps, je pense. Donc je vais faire un teaser de ce que je ne vous dirai pas, mais dont on pourra discuter. L'objet de la deuxième partie était de montrer comment on pouvait utiliser ces aspects-là dans le cadre de l'enseignement, mais Marc pourra peut-être rebondir là-dessus. Nous, par exemple, ce qu'on aime faire avec différents types d'étudiants, dont des enseignants, c'est de se servir de la figure du héros. Et on aime, par exemple, questionner avec eux une citation célèbre, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Là, ça réveille chez vous un sentiment, il y a une image qui vous vient, c'est celle de Spider-Man. Grâce à cette citation, a priori, anodine ou pas tant que ça, on arrive à questionner avec eux l'éthique de la responsabilité. Et si ça vous intéresse, on a écrit avec un certain nombre de collègues ici présents un vrai article scientifique, une vraie revue scientifique où on est content d'écrire dans le titre, on fait référence à Spider-Man et à l'enseignant. Et on est assez content et on l'assume pleinement et dès qu'on peut en parler, on en parle. Ou je pourrais vous montrer comment, moi je me sers dans un cours qui présente l'analyse textuelle, comment je me sers du roman Harry Potter, un truc qui fait 7000 pages, qu'on ne peut pas analyser mot à mot, pour faire une analyse narrative par exemple, comment un outil proposé dans Trope, qui fait des découpages de texte en volume plus ou moins constant, peut servir à faire un tas de choses que je ne vais pas aborder ici. Et finalement, la réflexion que j'ai eue en préparant cette introduction, c'est que je me dis, cette réflexion sur comment ces objets pop culture peuvent être utilisés dans l'enseignement, c'est une porte ouverte que je ne franchirai pas, mais je suis prêt à la franchir avec d'autres, vers un tome 3, l'usage de la pop culture en classe et en auditoire, parce que c'est bien ça aussi, un des objets, c'est comment se la réapproprier en tant qu'enseignant. Et c'est un tome 3 dont peut-être les premiers chapitres pourraient naître dans vos têtes durant ces 3 jours de réflexion. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce cadrage léger sur la pop culture.